Bienvenue pour cette rencontre autour de la reconnaissance de notre vraie nature. L'invitation, c'est de voir que réaliser notre vraie nature n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose qui appartient à des lignées, à des héros de la spiritualité. C'est simple. Et dans mon invitation, j'aime partager des petites expériences. Ceux qui me connaissent le savent. Des expériences pour simplement vérifier ce qui est là, qui fait l'expérience, et pouvoir, à travers ces expériences, finalement, comparer dans l'expérience directe ce que nous vivons là maintenant avec ce que nous croyons. Donc on pourrait commencer d'emblée par une expérience toute simple. Simplement, comme nous y invitait Douglas Harding, qui a créé des très très belles expériences pour la reconnaissance de soi, et dont j'adore partager les pratiques. On pourrait commencer tout de suite par une expérience qui a été un peu fondatrice pour moi, et qui nous permet de répondre à la question « Qui suis-je ?», puisqu'au final, le satsang, cela signifie se rassembler autour de la vérité, en sanskrit. Pas une vérité que quelqu'un détiendrait, mais de la vérité de notre vraie nature. Et la question à laquelle on veut répondre, c'est « Qui suis-je réellement ?» Parce que nécessairement, dans cette civilisation, et les choses sont parfaites ainsi, le langage et la société nous dit que l'on est quelqu'un. Et on finit très vite et inévitablement par se prendre pour le personnage que les autres semblent voir, et on est très vite identifié à une forme et à un nom. C'est comme ça que ça se joue. Lorsqu'on est complètement identifié à ce personnage, à son histoire, à ses savoirs, à ses qualités, à ses défauts, tous les scénarios qu'on a joués, à un caractère, etc. Et alors on considère dans la civilisation dans laquelle on est que la personne se connaît elle-même. Voilà. Donc j'aimerais tout de suite voir avec vous, et le sujet de cette rencontre, c'est justement voir au travers de nos croyances, voir au travers de nos définitions, voir ce qui est avant les définitions dans lesquelles nous nous sommes piégés, dans lesquelles nous nous sommes définis en fait. Et donc, je vais vous proposer tout de suite une expérience qui va répondre à la question « Qui perçoit ?» Derrière la question « Qui perçoit ?» il y a bien sûr la question fondamentale qui est « Qui suis-je ?» Et vous avez bien compris tous qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon mentale, parce que le mental va s'appuyer sur la mémoire, et la mémoire c'est le passé. Alors nous voulons savoir qui nous sommes maintenant, ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est qui est conscient de ces mots, qui est conscient de ces couleurs, qui est conscient de ces sensations, qui est conscient de ces odeurs, de ces parfums, de ces pensées. On va commencer tout de suite par une pratique que j'ai grand plaisir à partager avec vous, parce qu'elle a été un petit peu fondatrice pour moi. Vous allez mettre vos deux mains comme ça devant vous, vous allez les joindre comme ça, à 20-30 cm de distance, et je vous invite à constater qu'entre les deux paumes, qui sont éloignées donc d'une trentaine, quarantaine de centimètres, il y a un espace absolument vide, transparent,
complètement vide. Et quelque chose qui est complètement vide est aussi absolument atemporel. Cet espace vide, vous pouvez le constater, il contient un certain nombre de couleurs, d'objets, de formes. Et il dit oui à tout ce qui apparaît en lui. Vous pouvez d'ailleurs bouger les mains, parallèles toujours, dans la pièce, et voir que cet espace vide, toujours entre vos deux paumes, accepte, inclut tout le décor. Il n'a pas de préférence. Il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas de j'aime pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Cet espace ne fait pas de commentaires. Il est pur accueil de tout ce qui est. Cet espace est donc vide, mais il est immédiatement rempli par toutes les perceptions. Cet espace est atemporel, dans le sens où vous pouvez intuitivement saisir que cet espace était là avant que les objets qui sont maintenant inclus en lui ne viennent à apparaître. Alors je signale que vous faites évidemment comme vous voulez, mais toutes les expériences que vous faites ici, avec moi, ça ne sert à rien de me regarder les faire. Il faut les faire pour soi-même, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez répondre à la question qui suit. Voilà, parce que peut-être vous ne savez pas, mais je vous vois. Voilà, il y a une galerie. Alors, donc, je vous invite donc à réaliser que d'ailleurs, si vous avez une galerie comme moi de visages, d'amis qui sont là, vous pouvez voir que cet espace contient absolument tout le monde. Et voilà, il n'a pas de jugement, ni de sympathie ou d'antipathie, ni esthétique, beau, pas beau, grand, petit. Non, non, il accueille tout, absolument tout. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle d'ailleurs l'amour inconditionnel. Et cet espace atemporel contient toutes choses temporelles qui vont et viennent. Et lui, par contre, cet espace-là, il est toujours égal à lui-même. Vous pouvez intuitionner qu'il était là avant même l'existence de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, tous les objets qui s'y trouvent. Même avant l'apparition de la Terre, etc. Alors maintenant, vous allez faire quelque chose d'un peu étonnant. Vous allez donc, comme si c'était la première fois, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait des dizaines de fois, mais c'est toujours la première fois. Donc, vous saisissez, donc, vous fermez les mains, comme si vous teniez une fenêtre ouverte, et je vais vous inviter maintenant à endosser cet espace, à vous revêtir d'espace. C'est-à-dire que cet espace, vous allez le tirer donc vers vous, comme je le fais là, ainsi, et vous allez, tout en regardant devant vous, lentement, millimètre par millimètre, laisser disparaître les points qui figurent donc les bords de la fenêtre, jusqu'à ce que les points et les bords de la fenêtre disparaissent complètement dans l'arrière-plan visuel. Alors, maintenant, est-ce que l'espace que vous perceviez là-bas n'est pas soudain devenu l'espace à partir duquel vous percevez? Est-ce que l'espace, maintenant au-dessus de vos épaules, ne vous va pas comme un gant? Est-ce que il y a des bords à cet espace? Regardez. Est-ce qu'il y a un endroit où vous trouvez des limites à cet espace? Vous voyez, en fait, cet espace, d'ailleurs, n'a pas été créé comme ça, ex nihilo, par l'exercice, par l'expérience que nous venons de faire.
vous réalisez, je suppose comme moi, qu'en fait, il était déjà là. Simplement, nous n'en avions pas conscience. Pourquoi ? Parce que, au lieu de réaliser que tous les objets, les amis présents dans la galerie d'images et toutes les couleurs, au lieu de voir que ça apparaît dans l'espace, dans cet espace ouvert, sans personne, nous pensions que ceux-là qui percevaient, c'était moi, moi une personne, moi Dan, moi un homme ou une femme, moi localisé quelque part dans la géographie, dans l'espace, moi avec un certain âge, avec des préférences, des j'aime pas, toute une série de filtres. Et en fait, ce que nous découvrons là et qui est absolument extraordinaire, c'est que, alors j'ai fait des concessions, un petit peu la dualité encore, mais ce à partir de quoi on perçoit n'est pas une personne. C'est un espace qui était déjà là. En fait, c'est ainsi qu'on est fabriqué, on est conçu comme ça. Voilà. C'était déjà là avant même la fabrication, c'est là. Cet espace est donné. Voilà. Et nous disions tout à l'heure de cet espace qu'il était absolument inclusif. Il ne disait non à rien. Il n'y avait pas de mais dans cet espace. Cet espace, il est ouvert, complètement ouvert. Vous pouvez le vérifier en réendossant l'espace sur vous. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Certaines personnes ont besoin de plusieurs vérifications, disons, pour laver cet espace, entre guillemets, de tout l'imaginaire qui fait que nous pensons être une personne qui perçoit, une personne d'un certain âge, qui a certaines caractéristiques, dimensions, etc. C'est tellement, comment on pourrait dire, c'est tellement automatique, on est tellement habitué à fonctionner comme ça, que cet espace qui se révèle ici, et qui a toujours été là, a peut-être besoin d'être révélé encore et encore par cette petite pratique qui ramène l'espace qui semble là-bas, ici, en fait. Et vous voyez, il y a ceci de très différent entre l'espace qui est entre mes mains et l'espace qui est ici. C'est que l'espace qui était là-bas, eh bien, il ne semble pas être conscient des objets de la pièce. Il les contient certes, mais il ne semble pas en être conscient. Alors que quand je le ramène ici, vous voyez, tout d'un coup, eh bien, comme moi, j'imagine, vous réalisez que cet espace est conscient des objets qui s'y trouvent, des formes. De plus, cet espace ne semble pas être conscient de lui-même, l'espace entre mes mains qui est là, entre vos mains. Par contre, quand il est ramené à la source de la perception, là, tout d'un coup, vous pouvez réaliser que l'espace, qui certes n'a pas de limite, n'a pas de forme, n'a pas de dimension, n'a pas de nom, mais il est éveillé à sa propre nature d'espace. Il est conscient d'être conscient, on pourrait dire. Et cet espace, c'est ce qu'on appelle dans le Dzogchen, dans le bouddhisme tibétain, votre visage originel. Il y a dans l'enseignement du zen, qui se pratique parfois
par le koan. Le koan est une petite phrase cinglante qui n'est pas compréhensible de façon logique, avec la logique habituelle, la logique linéaire. Donc le koan, c'est une façon pour le maître zen d'enseigner à son élève et de un petit peu remettre en question son mode de perception duel, ce que nous faisons ici d'ailleurs. On pourrait dire que cette pratique-là, de se revêtir d'espace, qu'a conçu Douglas Harding, c'est une sorte de koan, mais une koan sans les mots. Et dans l'enseignement donc traditionnel du zen, là, on utilise les koans, on en a recensé plus de 1700 dans l'histoire du zen. Et le koan le plus, disons, qui se répète le plus souvent, le plus fameux, c'est celui-ci. Quel est ton visage originel? Quel visage avais-tu avant de naître? Quel visage avais-tu avant que tes parents ne naissent? Il se décline de plusieurs façons. Et bien voilà une façon très factuelle de redécouvrir notre visage originel. Et on considère donc dans la tradition du zen que reconnaître son visage originel, c'est s'éveiller à sa vraie nature. Voilà. Donc, si vous réalisez réellement que cet espace qui est ici, impersonnel, intemporel, mais éveillé à sa vraie nature, que cet espace, cette ouverture qui contient le monde, qui contient tous les êtres, et qui en plus n'est pas séparé de ce qu'il perçoit, parce que vous ne pouvez pas trouver dans l'instant de séparation entre ce qui est vu, qui semble être là-bas, et l'espace qui est ici, de votre côté. Ici, c'est de votre côté. Donc, cet espace, c'est, on pourrait dire, votre vraie nature. Lorsque vous avez les yeux ouverts, vous pouvez réaliser. Donc, pour le réaliser, pour le reconnaître, il faut bien sûr faire tomber la croyance d'être quelqu'un qui perçoit, d'être quelqu'un qui a un point de vue particulier, personnel. Voilà. Parce que tant qu'il y a des préférences personnelles, tant qu'il y a des jugements, tant qu'il y a intervention de la mémoire, les définitions du passé, alors il est impossible de réaliser votre vraie nature. C'est pour ça qu'il faut, et c'est l'invitation qui traverse finalement toutes les traditions spirituelles depuis 6000 ans, pour se connaître soi-même, il faut retourner l'attention à 180 degrés vers cela qui perçoit. Je vois certains qui se revêtent à nouveau d'espace. Surtout, ne vous en privez pas. Je ne connais pas d'effets secondaires majeurs. Peut-être que les vaccins, ils en ont, mais ça n'en a pas. Ça c'est confirmé. Voilà. Vous pouvez réitérer le retournement de l'attention autant de fois qu'il le faut pour réaliser que ce qui perçoit dans l'instant, bien sûr, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est même pas humain. Bien sûr, alors je vois bien qu'il y a un Dan là-bas, je reconnais avec Ridouane, Sandrine, Mahmed et Raymond, Florence et tous mes amis, tous nos amis qui sont là. Mais le visage, qui est mon apparence humaine, il est là-bas, entre guillemets. Il est là-bas avec les autres. Mais en cet instant, ce que je suis, c'est espace ouvert pour tous ces visages. Voilà. Alors ça, c'est une façon très très directe de nous introduire à notre vraie nature. Donc ici, ce à quoi je vous invite,
c'est vraiment une voie directe, c'est-à-dire qu'on va tout de suite ramener l'attention à 180 degrés vers la source de l'attention, vers la source, c'est-à-dire vers ceux-là qui perçoit. Et donc, dans ce retournement de l'attention, en réalité, on découvre qu'il n'y a rien à voir. Et c'est ça toute la subtilité, c'est que ce que nous sommes profondément ne peut pas être vu, ne peut pas être perçu, ne peut pas être senti, goûté. Parce que c'est ce à partir de quoi tout est goûté, senti, expérimenté, pensé, entendu, etc. C'est parce qu'il y a du vide ici que je peux accueillir tous ces visages-là humains, que je peux accueillir tous ces objets dans la pièce. Et donc, quand on fait ce retournement de la conscience vers sa propre source, on découvre plein de choses. Notamment que je ne suis pas un individu séparé dans le monde. Je suis un espace dans lequel apparaît le monde, tous les individus, tous les êtres, y compris celui pour lequel je me suis pris longtemps, hein, parce que cet être-là, il fait partie de la manifestation. Mais ce que je suis, c'est avant la perception même. C'est avant les définitions, avant la pensée et avant la perception. Moi, je suis avant. Je suis l'avant toute chose. Et donc, est-ce qu'on peut simplement demeurer avec ce mystère et puis voir ce qui se passe, voir si ce mystère est ouvert. Hein, Wu Wei, qui était un lord anglais, qui a fait une vie passionnante, mais qui entre autres s'est intéressé à la non-dualité, qui a découvert sa vraie nature, a appelé cet espace le secret ouvert. Et je trouve ça magnifique. Parce qu'en effet, jusqu'à ce qu'on me parle de cet espace, jusqu'à ce que on m'invite à retourner mon attention directement, jusqu'à ce que je le fasse en fait, hein, parce que entre guillemets, Dan ramène son attention à sa source, eh bien, je me prenais pour quelqu'un. Voilà, pour quelqu'un. Et quand on se prend pour quelqu'un, eh bien, on est en relatif et potentiel conflit tout le temps avec le monde. Hein, parce qu'il y a un intérieur qu'il faut sauvegarder par rapport à un extérieur. Et souvent, on pense être enfermé dans un sac de peau à forme humaine. Hein, on est sous la peau ou sous le crâne. Tempête sous un crâne. Tempête des pensées. Donc on se prend pour quelqu'un qui est séparé de l'extérieur. Et tant que je me prenais pour quelqu'un, un homme, etc., qui avait une histoire, qui avait des qualités, des défauts, etc., des caractéristiques, eh bien j'étais en conflit, d'une façon ou d'une autre, ou potentiel en tout cas. Il y avait bien sûr des moments de joie, mais il y avait toujours un conflit potentiel avec le monde. Parce que les autres peuvent, quand on se prend pour quelqu'un, eh bien, les autres peuvent blesser l'image qu'on a de soi-même. Et donc, il y avait souffrance. Il y avait souffrance. Tant que l'on se prend pour quelqu'un, pour une personne, tant que l'on ne voit pas qui on est vraiment, il y a souffrance et conflit. C'est comme ça. Et ce pourquoi on se prend lorsqu'on se prend pour quelqu'un, forcément ce quelqu'un manque de quelque chose. Il est tout le temps en manque. La caractéristique principale de l'être humain, on va dire de l'être humain qui se prend pour quelqu'un, c'est qu'il est tout le temps en train de manquer de quelque chose. Il y a un manque. C'est jamais assez, en fait. Ce qui est là n'est pas assez. En tout cas, la pensée nous dit ça. Et comme elle est crue, parce qu'on croit être l'auteur de ses pensées, et on croit être l'auteur
des actes donc, de ce corps, un auteur personnel, hein, qui peut donc être jugé comme un bon citoyen, un mauvais citoyen, un bon ami ou un mauvais ami, en fonction des actions qu'il va faire, en fonction des pensées qu'il va avoir, parce qu'on croit être l'auteur des pensées et l'agissant, l'acteur, et bien paradoxalement, on souffre. La souffrance et l'idée d'être quelqu'un qui pense, qui est l'auteur des pensées, l'auteur des actes, sont consubstantiels. Et en fait, quand on ramène l'attention ici à sa source, on réalise qu'en fait, avant même d'être quelqu'un, avant même de me prendre pour quelqu'un qui fait des choses bien ou mal, etc., il y a un espace qui accueille tout. Voilà, qui accueille toutes les actions d'ailleurs que ce corps-ci peut faire, mais aussi toutes les expériences, qui dit oui à tout.